Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de participer en distanciel à ce nouveau rendez-vous du Club de l'écho de la Dépêche que nous avons organisé aujourd'hui avec EDF Occitanie. Alors vous verrez tout au long de cette matinée, nous allons découvrir les métiers d'EDF qui est implanté partout dans notre région, mais également des associations que soutient EDF tout au long de l'année. Vous verrez le maillage territorial de ces associations est dense et nous allons démontrer comment EDF les soutient tout au long de l'année, notamment par le biais de la fondation, mais aussi par des actions plus directes. L'idée, c'est de montrer un petit peu comment la responsabilité sociétale des entreprises, vous savez, RSE, tout le monde en parle actuellement, comment EDF s'en empare et comment il permet de faire travailler un grand groupe avec des associations partout dans le territoire. Engagements environnementaux, soutien aux associations, dont nous verrons plusieurs porte-paroles ce matin, les territoires ruraux, les territoires de montagne. Nous allons multiplier les exemples avec des vidéos pour voir in concreto comment se matérialise ce soutien au tissu associatif régional. Voilà, vous verrez une matinée assez riche, assez rythmée, donc on ne va pas s'ennuyer. Ça sera très intéressant et je vais passer la parole tout de suite à Sylvain Vidal, qui est le délégué régional d'EDF en Occitanie. Alors, pourquoi vous avez souhaité organiser cette rencontre en partenariat avec le Club Éco de la Dépêche ? Bonjour Gilles, bonjour à tous. En fait, cet événement, il est né de la volonté d'avoir un moment privilégié pour partager sur des engagements qui ont lieu en Occitanie. Alors partager des engagements portés évidemment par des acteurs d'EDF, mais aussi par des associations, des membres d'associations. Et puis, c'est aussi une porte ouverte, sans dévoiler ce qui va se passer à la fin, pour ceux qui sont prêts à s'engager demain aussi en Occitanie. Alors, quel est le fil conducteur en fait de ces engagements? Quel est un peu ce qui est en facteur commun? Alors, ce qui est vraiment en facteur commun, c'est la raison d'être du groupe EDF. Alors, la raison d'être, c'est à travers sa raison d'être, en fait, le groupe EDF exprime sa volonté des engagements qu'il veut prendre sociétaux, évidemment au-delà de son activité économique classique. Et donc on a travaillé sur une formulation précise de ce qu'était notre raison d'être. C'est pour ça que je vais la relire. On va la rappeler, oui. Oui, on va la rappeler. C'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, en gaz carbonique, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et des solutions innovantes. Alors, quand je dis évidemment construire un avenir neutre en CO2, on voit que ce qui est évidemment sous-jacent et ce qui est essentiel, c'est l'enjeu de l'urgence climatique, sachant qu'évidemment, une cause prépondérante du réchauffement climatique, c'est les émissions de gaz carbonique. Alors, nous, on a une conviction et qui est même un constat. D'abord, c'est que l'électricité, je dirais, est un bien de nécessité indispensable qui, je dirais, qu'il anime notre vie dans toutes ses composantes. Évidemment, l'éclairage, le chauffage, la partie numérique. Donc voilà, c'est vraiment un bien indispensable qu'il faut donner en accès à tous. Alors nous, on le décline dans notre raison d'être. Évidemment, d'abord dans notre cœur de métier, c'est-à-dire déployer l'électricité, je dirais, au meilleur coût et de plus en plus décarbonée grâce à l'énergie nucléaire et aux énergies renouvelables. Et puis, c'est apporter à nos clients des solutions performantes qui reposent sur l'électricité, qui leur permettent de consommer mieux et moins tout en répondant à leurs besoins. Mais la raison d'être, évidemment, puisque je parle d'un engagement sociétal, ça va bien au-delà. Et évidemment, et on le verra à travers les témoignages, ça renvoie aux engagements qu'on prend vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de l'emploi des jeunes, vis-à-vis de l'attention qu'on porte aux territoires qui sont plus en difficulté, à leurs habitants qui peuvent avoir des difficultés d'accès à l'entreprise. C'est aussi des sujets très importants comme comment on développe des achats responsables et locaux, quelle place on donne aux femmes dans l'entreprise. Donc vous voyez, le champ est très large. Et en fait, je disais que je donnais une formulation exacte et précise la dernière fois.
Notre raison d'être, en fait, elle vient de souffler sa première bougie. Bon, mais bon anniversaire alors. Bon anniversaire à elle. Mais évidemment, l'engagement d'EDF, il ne date pas d'hier. Enfin, nos engagements sociétaux dans les territoires, ils sont bien plus anciens que ça. Mais cette raison d'être, elle a une actualité d'autant plus importante en ce moment, compte tenu du contexte que l'on traverse. Justement, dans cette crise Covid, comment vous avez mis en œuvre ces engagements qu'on retrouve dans votre raison d'être? Oui, alors en fait, c'est vrai que cette raison d'être, ça ne doit surtout pas être quelque chose de conceptuel. C'est d'abord la raison de faire dans les territoires. Et avec ce qu'on a traversé, avec tout l'impact qu'a la crise Covid, on a évidemment intensifié nos engagements sociétaux. Alors je peux citer évidemment la solidarité qu'on a eue vis-à-vis de nos clients en les facilitant le paiement de leurs factures, en ne coupant pas les clients particuliers, les engagements qu'on a eus vis-à-vis de nos fournisseurs, en mettant en place un paiement immédiat au lieu d'un paiement à 45 jours. Très concrètement, par exemple, avec tout le problème de l'école à la maison, on a donné des ordinateurs au rectorat de Montpellier et de Toulouse. Et puis, on a aussi maintenu, même augmenté notre rythme d'accueil d'alternants, qui concerne surtout les jeunes, hein, puisqu'on a plus de 500 alternants dans toutes les composantes d'EDF en Occitanie. Et puis aussi maintenu un rythme d'embauche important, puisqu'on va embaucher plus de 300 personnes cette année. Et ces embauches, elles reposent aussi sur des choix forts qu'on a faits. Par exemple, nous sommes le seul fournisseur d'énergie en France à avoir tous nos plateaux d'accueil avec le personnel qui est basé en France, donc ce qui nous permet d'avoir une capacité d'embauche importante. Puis je citerai un dernier exemple qui est vraiment très local et emblématique, qu'on connaît bien, c'est que tout le monde sait que le secteur de l'aéronautique a été plus touché que par les autres par la crise sanitaire. Et on a, parce qu'on a des compétences communes avec l'aéronautique, on a offert la possibilité à l'ensemble des salariés du monde de l'aéronautique d'avoir un accès privilégié à toutes nos offres d'emploi pour pouvoir créer des passerelles. Donc voilà le genre d'exemple d'engagement que vous avez mis en œuvre pendant la crise Covid. Alors tout à l'heure, on va parler avec Laurence Lamy de la Fondation EDF. C'est un outil important d'action pour vous dans votre, on va dire, action RSE. Mais à côté de la Fondation, est-ce que vous avez d'autres outils? Peut-être, je pense au fameux fonds FAP. Oui, Laurence va revenir évidemment sur la Fondation qui est un peu le cœur de notre engagement. On a un autre outil emblématique que j'aimerais mettre en avant, c'est le FAP, ça veut dire Fonds Agir pour l'emploi, qui a pour vocation donc à soit créer, soit conforter des emplois existants. Et ce qui est intéressant dans ce fonds, c'est qu'il repose d'abord sur les dons qui sont faits par les salariés et les retraités du groupe EDF. D'accord. À titre d'exemple, cette année, il y a plus de 13 000 salariés retraités qui ont donné pour un montant de plus de 675 000 euros et en augmentation de 20% par rapport à 2020, ce qui montre aussi que la sensibilité de nos salariés était accrue dans ce contexte sanitaire. Et ensuite, cette dotation est abondée par l'entreprise de manière à augmenter notre capacité d'action. Et ça nous a permis, en particulier en Occitanie, de soutenir plus de 35 projets autour de l'insertion de l'emploi, de l'accès à l'emploi pour les personnes très éloignées de l'emploi, et globalement soit de créer, soit de sécuriser, je dirais, environ 200 emplois sur le territoire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Sylvain Vidal pour ces quelques mots d'introduction. On verra tout au long de cette matinée des réalisations très concrètes de votre soutien au monde associatif. Beaucoup de représentants d'associations seront avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, puis on se retrouvera tout à l'heure. Alors, vous en avez dit un mot, Sylvain. La Fondation EDF, c'est un bras armé pour agir dans le domaine de la RSE au niveau national. Et on a le plaisir d'accueillir en distanciel, puisqu'elle est à Paris, Laurence Lamy. Bonjour, vous êtes la déléguée générale de la Fondation EDF. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes à Toulouse, vous êtes à Paris, mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à se voir. C'est la magie du Covid. On a tous appris à travailler en visio. Alors peut-être, vous pouvez nous présenter la Fondation EDF, depuis quand elle existe, quelles sont ses grandes missions? La
la philanthropie, qui est le cœur de métier de la Fondation, est évidemment très articulée avec la RSE. Elle en est un des leviers dans une modalité un tout petit peu différente, sur laquelle on reviendra peut-être. Alors la Fondation EDF, c'est une vieille fondation, elle a 30 ans d'existence, c'est le véhicule philanthropique du groupe EDF, c'est-à-dire le véhicule dans lequel la maison mère EDF et ses principales filiales ont mis en commun leurs moyens financiers et humains, on verra, pour agir sur des causes d'intérêt général sur lesquelles elle reconnaissait un certain nombre d'engagements et de valeurs communes. Alors évidemment, comme elle a 30 ans, cette fondation, elle a beaucoup bougé dans ses axes d'intervention parce que l'essentiel, c'est de savoir épouser les enjeux, les besoins sociaux de l'époque. Et le constat qu'on a fait ensemble, avec les entités d'EDF d'ailleurs, c'est que on faisait face à une triple urgence, une urgence environnementale, bien sûr, sur laquelle je ne vous apprends rien, une urgence sociale aussi, avec une réalité et un sentiment grandissant des inégalités sociales, portées notamment par une déception autour de la promesse républicaine de l'égalité des chances pour les plus jeunes, et puis une urgence démocratique aussi, démocratique au sens où, en matière d'éducation, il nous apparaît aussi qu'il y a une contribution à apporter à une forme d'éducation citoyenne pour qu'on ait un débat démocratique plus apaisé, moins conflictuel et plus argumenté. Donc de ce constat, en fait, à partir de ce constat, on a réorienté nos axes d'intervention dans le domaine de l'environnement, de l'éducation et de l'inclusion, qui est un axe historique d'investissement de la philanthropie d'EDF, porté par les valeurs de solidarité de l'entreprise depuis sa naissance. Très bien. Alors, des combats très nobles. Est-ce que on peut avoir une idée du nombre d'interventions ou d'associations que vous accompagnez, que vous soutenez chaque année? Ouais. Alors, on dispose d'un budget annuel de 10 millions d'euros, ce qui nous situe en bonne place dans le paysage des fondations de grands groupes industriels et ce qui nous permet de faire pas mal de choses. On a soutenu l'année dernière plus de 400 projets au bénéfice d'un peu moins de 5 millions de bénéficiaires. Alors l'année n'est pas tout à fait représentative au sens où on a été confronté bien sûr à des réponses à apporter dans l'urgence à la crise Covid. Donc on a fait beaucoup plus que d'habitude de projets d'inclusion en fait, parce qu'on a été tout de suite confronté aux conséquences économiques et sociales de la crise en fait. Cette crise, elle a d'abord touché les plus faibles, donc on a énormément développé d'actions d'aide alimentaire, qui permettent aux plus faibles simplement d'accéder aux mesures d'hygiène qui leur permettaient de se protéger de la pandémie. Donc du coup, on a fait, l'année dernière, on a financé 228 projets d'inclusion, une centaine de projets d'éducation et moins de projets d'environnement qu'on l'aurait souhaité, entre 30 et 40, disons 35 projets d'environnement. Mais c'est pas représentatif. Encore une fois, la crise a tiré finalement à tirer vers l'inclusion, alors qu'on sait très bien que tout l'enjeu, justement, c'est d'articuler le court terme et le long terme, et qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche à soutenir, c'est plutôt des projets qui articulent l'enjeu environnemental et l'enjeu social, qui offrent des solutions, en fait, qui répondent à la fois à la question des préservant l'environnement. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, en quoi l'action de la Fondation EDF permet au groupe EDF de remplir une partie de ses missions RSE qu'on a évoquées tout à l'heure avec Sylvain Vidal? Alors, Sylvain l'a très bien expliqué tout à l'heure, en fait. Il y a une montée de ce qu'on appelle l'économie de l'engagement, au sens aujourd'hui où tous les publics attendent de l'entreprise qu'elle s'engage au-delà de son cœur de métier sur un certain nombre d'enjeux environnementaux ou sociaux. Donc, toute la question, c'est celle de l'articulation et des différents cercles. Sylvain a très bien évoqué tout à l'heure qu'il y a un premier cercle, en fait, où l'entreprise doit être attentive à exercer de manière responsable son métier. Si on pense à l'environnement, par exemple, voilà, il doit être attentif aux conséquences environnementales de l'exercice de son métier d'industriel. Si on va un petit peu plus loin, on est encore dans le champ de la RSE qui est prise en charge par l'entreprise. Il y a la question d'exercer aussi de façon responsable son métier dans le cercle un peu plus éloigné, qui est celui des prestataires, par exemple, qu'on emploie, des achats qu'on réalise, acheter ses fournitures de manière responsable.
Et puis je dirais il y a un troisième cercle qui est plus le cercle de la fondation, qui est celui des communautés dans lesquelles on intervient. C'est-à-dire qu'on est très implanté dans les territoires. Euh, on a aussi une responsabilité de contribuer à la résilience de ces territoires, à le bien-être, comme l'évoque notre raison d'être, des communautés de ces territoires. Alors, il y a un aspect proprement philanthropique, mais pas que. C'est aussi parce que on évoluera dans des territoires résilients, apaisés, on saura exercer notre métier efficacement. Voilà. Donc, Euh, dans cette économie de l'engagement, je dirais tous les leviers sont bons. Et ce qui est intéressant pour nous, dans un groupe comme EDF, c'est que quand la Fondation soutient des actions associatives qui n'ont aucun rapport avec le métier de l'entreprise, par exemple, on va accompagner des jeunes dans l'égalité des chances, des jeunes qu'on ne sourcera jamais, qui ne viendront jamais travailler à EDF, on a la possibilité de bénéficier de synergies avec l'entreprise. Comme l'évoquait tout à l'heure Sylvain, on va savoir utiliser les ressources de l'entreprise, récupérer des ordinateurs, par exemple, dans l'entreprise, dont on va doter des jeunes défavorisés. Donc ça, cette articulation en fait des moyens, elle est très précieuse pour une fondation, pouvoir se reposer sur les ressources humaines et les ressources en matériel d'une entreprise. Très bien. Alors Laurence Lamy, vous savez, vous savez pas, mais je vais vous le dire, il y a beaucoup d'associations qui nous suivent en direct actuellement. Peut-être elles ne sont pas encore en lien avec EDF, si elles sont dans un de vos combats, puisque c'est les champs d'intervention, l'inclusion, l'éducation, l'environnement. Comment on fait pour vous contacter, pour rentrer en liaison avec vous? On va sur votre site internet? Voilà, alors il y a deux voies. Historiquement, la voie, elle est centralisée, c'est notre site internet, et c'est une possibilité qui reste ouverte. Vous avez un onglet «Déposer un projet» et vous pouvez entrer en contact comme ça. Mais notre volonté, c'est de territorialiser de plus en plus nos actions. Donc on est passé d'une institution très parisienne à laquelle s'adressaient les grandes ONG, qui elles aussi étaient souvent un peu parisiennes, à un fonctionnement plus décentralisé. Donc l'autre moyen auquel j'incite les associations, c'est de prendre contact avec la délégation régionale, justement, où nous avons Sylvain abrite dans son équipe un correspondant mécénat, et précisément, c'est la voie que je recommande. C'est-à-dire que Parfait. nous sommes attachés à sourcer des projets qui correspondent à des enjeux locaux. Donc, une voie privilégiée, prendre contact avec la délégation régionale d'EDF. Et puis, voilà, en dernier ressort, je dirais, entrer par le site internet, mais privilégier la voie locale et plus humaine. Eh bien, très bien, ce n'est pas nous en région qui vous dirons le contraire. Merci beaucoup Laurence Lamy de nous avoir fait Merci à ce vous. focus sur la Fondation EDF. Ravi de vous avoir avec nous et puis à très bientôt sur le terrain. Merci beaucoup. Alors la RSE, on en a parlé, s'empare des entreprises ou les entreprises s'emparent de la RSE. On va voir quel est ce mouvement avec Sébastien Pouget. Vous êtes professeur à la Toulouse School of Economics, donc professeur d'économie. On voit que la finance devient durable, que la RSE désormais rentre un petit peu dans l'évaluation des entreprises. L'État régulateur parfois est défaillant, donc c'est les entreprises qui peuvent prendre le relais en mettant en place des politiques RSE pour essayer de combler les manques. Peut-être est-ce que vous pouvez déjà nous présenter comment on définit la RSE de manière académique puisque vous êtes professeur? Oui, merci beaucoup. Effectivement, donc, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est le fait pour une entreprise d'aller au-delà de ses obligations légales et réglementaires dans la définition d'une stratégie, dans la mise en place de cette stratégie au quotidien. Je crois que ça avait déjà été très bien expliqué par monsieur Vidal et par Madame Lamy. Donc la question qui se pose pour nous qui réfléchissons à l'économie et au management, je suis aussi professeur à Toulouse School of Management, c'est de savoir pourquoi est-ce que les entreprises seraient légitimes pour prendre en charge ce type de responsabilité sociétale. Dans la vision classique, qui a été très bien mise en exergue par Friedman en 1970 dans un édito très célèbre, disait la responsabilité de l'entreprise, c'est d'augmenter ses profits. Voilà, c'est ça la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc, depuis maintenant plusieurs décennies, on a essayé de comprendre si vraiment la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, ce n'était que d'augmenter ses profits. Et les économistes et les gestionnaires ont compris qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on ne pouvait pas s'arrêter à cette vision classique. La première raison, c'est que dans le monde économique, il y a
un ensemble d'actions que fait l'entreprise qui vont en fait avoir des externalités sur des parties prenantes qui ne sont pas directement en lien avec l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on appelle des externalités. On peut donner un exemple? Par exemple, les émissions de CO2. Les émissions de CO2, elles vont venir contribuer au réchauffement climatique. Et les personnes qui vont pâtir de ce réchauffement climatique, c'est tout le monde. Tout le monde, mais notamment les générations futures qui ne sont pas encore présentes ici, qui ne peuvent pas encore participer au débat économique, au débat politique, au débat et à la vie économique. Et donc, finalement, la responsabilité sociale de l'entreprise, sociétale de l'entreprise, c'est une manière de donner voix au chapitre pour ces futurs citoyens du monde qui ne peuvent pas avoir un impact aujourd'hui économique. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle on a compris que si on s'en tient qu'au profit et qu'on ne regarde pas les conséquences potentielles sur les parties prenantes, on courait de graves dangers, et notamment des problèmes de vie commune, de vie en société. Il y a d'autres raisons qui sont liées au problème de ce qu'on appelle les internalités, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'avoir des gens qui consomment parce qu'ils savent que dans le court terme, c'est bon pour eux, trop d'antibiotiques, et puis la consommation d'antibiotiques ayant des conséquences un peu néfastes sur le long terme. On voit encore que là, une entreprise dans le domaine pharmaceutique va avoir une certaine responsabilité sociétale de modérer la consommation de ce genre de médicaments qui peuvent être très utiles s'ils sont utilisés à bon escient. Pour éviter l'antibiorésistance. Exactement. Donc voilà, donc il y a plusieurs raisons qui font que les économistes et les gestionnaires ont compris que la responsabilité sociétale de l'entreprise, ça ne pouvait pas être que d'augmenter les profits. Et donc, on pourrait se demander ce qui entraîne les acteurs économiques, les entreprises, à s'emparer de ces questions. Et il y a deux motivations principales qui sont une motivation économique. On sait que lorsque une entreprise prend soin de ses parties prenantes, ça peut être aussi bénéfique pour sa création de valeur. Et il y a aussi une motivation éthique, parce que les entreprises, ce sont des femmes et des hommes, et donc qui ont une éthique qui leur est propre. Et il n'y a pas de raison que les organisations qui représentent ces femmes et ces hommes ne soient pas aussi porteurs d'une certaine vision éthique. Et donc, ces deux motivations économiques et éthiques, elles sont souvent liées. Forcément, quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous avez une responsabilité fiduciaire, vous avez une responsabilité de création de valeur économique, ne serait-ce que pour pérenniser l'entreprise, mais vous êtes aussi soucieux de la réputation de l'entreprise, de la réputation des collaborateurs et des collaboratrices, et donc vous avez aussi cette vision éthique qui vous occupe. Et donc ça, c'est les motivations. Quels sont les impacts de la responsabilité sociétale quand elle est mise en place par les entreprises dans ces entreprises? Alors, il y a des impacts multiples en gestion. Les recherches en gestion ont montré que ça pouvait améliorer l'engagement des salariés, ça pouvait donc permettre la fidélité des salariés, ça pouvait permettre d'attirer des clients, de les conserver, de faire en sorte peut-être de valoriser mieux les produits qui sont vendus, si on fait des produits bio par exemple. Voilà, il y a tout un ensemble de manière d'impact de la responsabilité sociétale des entreprises qui va se répercuter sur sa création de valeur. La question, et bien sûr sur sa création de valeur sociétale aussi, puisque toutes ces actions sont destinées à aussi améliorer, disons, le bien commun. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si finalement ces activités de responsabilité sociétale de l'entreprise vont être coûteuses et plus coûteuses que les bienfaits que ça ramène. Donc si vous avez un engagement qui est d'une certaine manière éthique, même si le coût est un peu plus élevé que les retombées, je pense que vous aurez toujours un engagement qui a du sens. Alors un mot pour terminer, peut-être sur la finance durable, on voit de plus en plus de fonds sont dits verts, c'est-à-dire qu'ils n'investissent que dans des entreprises, on va dire en RSE pour faire simple. Est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que demain, il faudra que toutes les entreprises qui vont chercher un financement, aujourd'hui sur les marchés, demain peut-être chez son banquier, devra être RSE compatible, on va dire?
Oui, alors effectivement, la finance a un rôle très important dans l'économie puisque c'est elle qui finalement irrigue les ressources financières au sein des différentes organisations. Et depuis maintenant, je dirais une vingtaine d'années, il y a un mouvement de fonds très très fort qui se développe sur les marchés financiers avec la montée en puissance de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui en France, il y a à peu près 800 fonds d'investissement qui sont labellisés, donc qui ont non seulement un engagement pour la responsabilité sociétale, mais qui sont en plus labellisés comme tels. On a aussi des grands investisseurs internationaux, comme le fonds norvégien, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des plus gros fonds de gestion d'actifs au monde, qui gère plus de 1000 milliards de dollars, je ne me trompe pas sur les... Donc 1000 milliards de dollars, ouais. Et qui a en fait un fonds emblématique pour son niveau de responsabilité sociétale, notamment lié au fait que le fonds norvégien a un comité éthique qui est indépendant de la gestion d'investissement et qui a voix pour sélectionner les titres dans lesquels le fonds peut investir. Donc c'est vraiment avec des philosophes, des juristes, des économistes qui sont dans ce comité. Donc on voit qu'il y a une vraie lame de fond. On considère aujourd'hui entre 10 et 25%, disons, la part des actifs qui sont gérés avec la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux sur les marchés financiers. Très bien, merci beaucoup Sébastien Pouget de nous avoir éclairé sur ce grand sujet de la RSE. Je pense qu'on va encore en parler pendant de longues années. Merci beaucoup en tout cas au nom de la Toulouse School of Economics. Alors nous allons maintenant faire un zoom sur différents métiers du groupe EDF et nous allons accueillir des représentants de ces métiers avec en binôme une association qu'EDF accompagne et soutient. Et tout de suite on va commencer avec Christian Cossideri qui est le directeur agence Vallée des Pyrénées et du Tarn d'EDF, et accompagné de Pierre Garcia de l'association WeMove. Alors, l'hydroélectricité, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas plus vertueux. Vous produisez de l'électricité verte depuis très longtemps. Peut-être un mot de présentation sur ce métier particulier au sein du groupe EDF. Donc EDF Hydro, c'est la partie production d'électricité à partir de l'eau stockée dans les barrages ou qui coule dans les rivières. Donc effectivement une énergie renouvelable, la première des énergies renouvelables. Alors sur la région Occitanie, nous sommes environ 1000 agents qui s'occupent de ce travail-là, répartis sur tout le territoire, 130 usines, 4000 MW installés. Alors 4000 MW, c'est 4 centrales nucléaires d'hydroélectricité. Ce qui fait de notre région la deuxième région hydro de France. Ce qui fait de notre région la deuxième effectivement région en termes de production hydroélectrique, qui permet d'alimenter 5 à 6 millions d'habitants. Alors 5 à 6 millions parce que notre matière première elle tombe du ciel, donc les années ne se ressemblent pas. Pour donner un exemple, en Ariège, on produit 4 fois plus d'électricité que le besoin pour la consommation des habitants. Du coup, vous exportez au-delà de l'Ariège cette électricité. Tout à fait. Les électrons ensuite se dispersent sur le réseau électrique français. Alors, votre présence dans les vallées, qu'elles soient ariégeoises ou pyrénéennes pour parler plus largement, remonte à quelle année ça a commencé la construction des barrages ? Alors l'hydroélectricité est une énergie très ancienne puisque les premiers ouvrages ont été réalisés à la fin du 19e siècle, mais c'est à partir des années 50 que l'hydroélectricité a connu son essor avec beaucoup de constructions dans ces années-là et donc dès ce moment-là une connexion très forte avec les territoires. Donc les vallées pyrénéennes sont très équipées. Si vous promenez dans les Pyrénées, vous aurez l'occasion de voir une farandole d'aménagement au gré des vallées. Et vous allez faire monter en puissance ces barrages parce qu'ils peuvent être améliorés d'année en année. On change les turbines, on peut imaginer les réhausses. La technologie est la même depuis l'origine. Par contre, aujourd'hui, effectivement, on a des techniques pour améliorer, mais c'est quand même relativement marginal. Et dans les Pyrénées, les projets de développement sont peu nombreux parce que le massif est déjà très productif. Déjà très équipé. Alors, vous le disiez, vous êtes présent dans les vallées depuis très longtemps, EDF. Vous ne désertez pas ces vallées. Alors, vous maintenez du coup de l'emploi industriel dans des zones de montagne, ce qui devient rare. Et depuis 10 ans, vous avez lancé un grand programme chez EDF qui s'appelle Une rivière, un territoire. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors déjà, dans l'hydroélectricité, une des caractéristiques, c'est une énergie non délocalisable. Personne n'a encore trouvé le moyen de déménager un barrage. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment au cœur des vallées.
implantés au cœur des territoires. Avec le programme Une rivière, un territoire, je reprends les propos de monsieur Pouget, c'est vraiment la volonté d'aller au-delà de notre action avec cette notion de vivre, d'être attaché au territoire. Donc le programme Une rivière, un territoire, c'est ça. C'est aller plus loin que cette action de production, c'est être en interaction avec les habitants, avec le territoire, parce qu'on partage ensemble les mêmes valeurs autour de l'attractivité, autour de l'emploi, faire en sorte qu'il y ait une vie possible sur ces territoires ruraux, sur ces territoires de montagne. Du coup, est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples d'actions que soutient ce programme, Une rivière, un territoire? Oui, bien sûr. Alors, on est déjà très attentif à faire travailler les prestataires locaux. Beaucoup d'aménagements, beaucoup d'entretien, les années 50. Donc, ça veut dire qu'on est très attentif à essayer de faire appel aux prestataires locaux. Donc, tout ça, c'est facile à dire, mais derrière, il faut le structurer, travailler avec eux, les faire monter en compétences aussi dans le domaine de la sécurité. Donc, ça, c'est pour la partie prestataire. Et ensuite, très à l'écoute des entreprises et également des territoires pour finalement aussi les aider dans leurs initiatives. Le fait de vivre dans les vallées, de voir ce qui s'y passe, quand on détecte des entreprises comme on va le voir, ou des initiatives comme on va le voir tout à l'heure, pour nous, c'est l'occasion d'amener notre contribution, de les aider à développer leur activité pour faire en sorte que le territoire vive mieux. Alors tout à l'heure, Laurence Lamy évoquait la politique RSE du groupe EDF. J'imagine que vous répondez parfaitement aux critères environnement puisque vous produisez une énergie 100% verte. C'est votre contribution à la politique RSE d'EDF ? Oui, alors on coche beaucoup de cases, à commencer effectivement par la production décarbonée. Ensuite, la notion environnement, notre production, elle se fait dans des milieux naturels, parfois au cœur du parc naturel, donc beaucoup d'attention depuis des années à ce travail-là. Et ensuite, le volet solidarité, le volet accompagnement des entreprises sur le territoire. Donc on est beaucoup en action, en interaction avec le territoire pour porter ces valeurs-là. Très bien, merci beaucoup Christian d'avoir contribué à ce focus sur l'hydroélectricité. On aura un œil différent quand on se baladera dans les Pyrénées cet été. Alors la preuve par l'exemple, l'idée c'était vous montrer tout au long de cette matinée des associations qui sont soutenues par EDF. Alors on a le plaisir d'être avec Pierre Garcia. Vous êtes le directeur régional de l'association WeMove. Alors vous pouvez nous présenter WeMove pour commencer ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, pour commencer, je suis très content de participer à cette matinée. Je voudrais remercier encore la Fondation Groupe EDF de nous donner cette opportunité, cette tribune pour mettre en avant nos actions autour de la thématique que nous défendons, la mobilité. La mobilité, alors. L'association WeMove est une asso qui existe depuis une vingtaine d'années et qui s'est fixée comme vocation et comme ambition en tout cas d'accompagner les publics confrontés à cette problématique, en sachant qu'on n'est pas dans un angle uniquement sous l'angle de l'handicap, mais bien la difficulté de se déplacer, souvent par manque de permis, de voiture et surtout de méconnaissance des dispositifs existants. Vraiment notre ambition, c'est vraiment d'aider les personnes à développer leurs compétences mobilité et à optimiser toute l'utilisation de l'existant. D'accord, donc vous êtes installé à Toulouse, dans la région ? Aujourd'hui, moi je m'occupe du secteur Occitanie, en sachant qu'aujourd'hui on ne couvre pas les 13 départements. On a aujourd'hui des actions sur 6 départements, dont la Haute-Garonne, mais également donc, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, l'Aude, le Gers et les Pyrénées-Orientales dans un futur très proche. Alors la mobilité, c'est important. Quand on préparait cette rencontre, vous me disiez, il y a déjà une personne sur deux qui a été obligée de refuser un emploi ou une formation parce qu'elle n'était pas mobile. Donc voilà. C'est primordial. Il y a plusieurs diagnostics depuis maintenant au moins une quinzaine d'années qui mettent en avant chaque fois le lien entre mobilité et emploi. Et donc bien évidemment, quand il y a une problématique de mobilité, souvent l'emploi en pâtit, avec donc une personne sur deux qui refuse, impactant notamment les jeunes, les personnes en situation fragile, les quartiers bien sûr prioritaires. Et c'est d'ailleurs toute l'ambition de l'action qui est aujourd'hui mise en avant à travers ce soutien de la Fondation. Alors justement, donc vous concrètement, vous aidez comment ces personnes qui ont du mal à se déplacer ? Alors, tout est parti d'un constat, c'est que, comme je le disais, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des publics que nous accompagnons, souvent, il y a une difficulté. La première difficulté, c'est qu'ils ne sont pas titulaires du permis B. On sait qu'un permis coûte aujourd'hui, bon gré mal gré, entre 1 200 et 1 400 €. Donc, il y a un frein financier fort. Et même si une personne arrive à mobiliser des fonds, à avoir un mécène, en tout cas une aide lui permettant de financer ce sésame, il y a aussi des problèmes de motivation, d'organisation qui vont faire qu'ils vont travailler dans sa démarche et qu'il peut y avoir des phénomènes d'abandon. Donc, afin d'optimiser ce dispositif, la proposition a été de monter une action, encore une fois, en partenariat avec donc, l'État qui est venu apporter son concours, des collectivités locales, la région, ainsi que les communautaires de Lourdes-Pyrénées et donc un acteur privé, en l'occurrence la Fondation Groupe EDF, afin justement de proposer une action qui permette à des personnes résidant dans un quartier prioritaire
une action avec à la fois le passage du permis dans une auto-école classique avec lequel on établit un partenariat. D'accord. Et tout ça pour un prix très modique, à savoir 450 €, parce qu'il y a quand même la personne doit s'engager financièrement. Mais la particularité, c'est d'avoir que cette action est doublée d'un coaching spécifique d'un conseiller mobilité qui va être là justement pour guider la personne dans sa démarche, pour l'accompagner dans ses phases justement ou de découragement ou éventuellement elle se pose des questions, de manière à optimiser l'obtention de son permis. Et notre ambition, c'est d'arriver à avoir, on a 80 stagiaires, c'est d'avoir 50 personnes qui ont le permis B. Ça veut dire qu'on est au-delà des 50% d'obtention, alors que sur des dispositifs classiques, en tout cas quand les personnes ne sont pas accompagnées, on a des fois des taux de réussite qui vont se situer à 10% et moins. D'accord. Et cette action, vous la menez dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes et à Tarbes. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le choix a été fait de prioriser les quartiers prioritaires de ce secteur, Tarbes et Lourdes. Maintenant, nous avons aussi déployé une petite action dans le département de l'Ariège. Et après, l'association, puisque c'était un programme national, l'a développé également sur 8 autres régions. Nous espérons bien sûr que le programme soit concluant, de manière à pouvoir ensuite demain le développer. Alors, soit continuer sur d'autres quartiers prioritaires, soit le développer et de l'élargir à d'autres publics. Très bien. C'était une première, la collaboration avec, et le soutien avec EDF ? Alors j'en suis très fier, effectivement c'est une première collaboration pour moi avec la fondation Groupe EDF et puis alors autant pour moi pour l'Occitanie que pour le WeMove au national, donc c'est effectivement très satisfaisant. Très bien, merci beaucoup Pierre Garçon, merci de votre invitation. Christian pour vos témoignages respectifs. Alors nous allons découvrir une deuxième association qui est soutenue mais cette fois-ci en vidéo. Nous allons aller dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères de Bigorre découvrir là une recyclerie. Alors, l'association Recyclerie Seconde Vie, c'est une association créée en 2019, fin 2019, qui a eu un petit peu de mal à démarrer avec le Covid évidemment, mais qui a été remarquablement soutenue au bon moment par la Fondation EDF, parce que c'est une association d'économie sociale et solidaire dont le but principal est d'offrir une seconde vie à des objets de seconde main pour qu'ils poursuivent, avec un triple objectif. D'abord, une réflexion sur l'obsolescence des produits en se disant qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, comment on gère notre société, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça finalement. Le deuxième aspect, c'est l'aspect solidarité territoriale, parce que c'est attaché au territoire de la Haute-Bigorre, puisqu'on est également soutenu par la communauté de communes de Haute-Bigorre, et le CIMAT, le syndicat d'élimination des déchets du département. Et enfin, l'aspect économique, puisque notre objet, à partir de cette richesse et de ce gisement des déchets qui vont normalement, qui sont une charge à éliminer, on en fait une ressource et on crée des emplois avec ça, puisque dès notre activité, on s'est attelé à cette tâche-là sur un modèle économique qu'on a construit et qui nous permet d'avoir déjà créé 2 emplois et d'en créer un 3e à terme là, dans les mois qui viennent. Avec un champ des possibles incroyable, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a un gisement énorme, malheureusement, puisque s'il n'y avait pas ce gisement, ça veut dire qu'on aurait un peu mieux géré nos déchets. Mais nous, on participe activement, en tant qu'association d'économie sociale et solidaire, à cette action sur le territoire. L'Agence Une Rivière Un Territoire a décidé d'accompagner le projet de la recyclerie Seconde Vie, parce que d'abord, ça rentre pleinement dans les valeurs du groupe. Valeurs du groupe, le respect de la personne, bien entendu, mais aussi le respect de l'environnement. Donc, première valeur du groupe. Ensuite, la solidarité. Solidarité, donc, avec les personnes employées par la recyclerie, mais aussi les personnes qui bénéficieront finalement de tous ces objets que vous voyez autour de vous. Ici à Bagnères. EDF Hydro donc, a de nombreuses installations ici dans la vallée de Bagnères avec une équipe de 11 agents situés un petit peu plus haut là, à Campan. Des agents qui exploitent au quotidien et qui permettent d'alimenter en électricité les habitants de la communauté de communes. Voilà, donc nos actions, elles visent à développer l'économie de ces territoires ruraux sur lesquels nous sommes implantés. Et puis, dernier point, ce sont des initiatives qui sont soutenues par les collectivités locales, donc ici la communauté de communes Haute-Bigorre. Donc il est évident que les actions de l'agence ne peuvent s'inscrire aussi que dans les initiatives portées par les élus eux-mêmes.
Voilà, de retour à Toulouse après ce passage en Bigorre. On a le plaisir d'accueillir un nouveau tandem, un nouveau duo. Olivier Roland, vous êtes le directeur EDF Commerce Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et Claude Jouve, vous êtes des Restos du Cœur de l'Aveyron. Et nous verrons ensuite comment EDF vous soutient au quotidien. Alors, Olivier Roland, la RSE, on l'a vu aussi, un engagement territorial. Et je crois qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est votre présence, la présence de vos équipes commerce sur le territoire. Oui, l'ensemble de nos salariés sont effectivement sur le territoire du Sud-Ouest. Alors le Sud-Ouest, dans nos répartitions administratives à nous... C'est une grande région. C'est une grande région, voilà, c'est Midi-Pyrénées, Aquitaine. Si on prend les chiffres régionaux, sur Occitanie, c'est un peu moins de 700 salariés qui sont présents dans les territoires. L'ensemble de notre relation client, contrairement à d'autres fournisseurs d'énergie, elle se situe dans les territoires. Nos implantations, c'est Montpellier, c'est Nîmes, c'est Rivesaltes, c'est Toulouse, c'est Muret. Donc quand un client appelle son centre EDF pour ouvrir un compteur ou en fermer, c'est en France que ça se passe. Il a une grande chance d'avoir quelqu'un qui a le même accent que lui, effectivement. Oui. Très bien. Alors tout à l'heure, Sébastien Pouget a parlé des labels, notamment, enfin en tout cas du verdissement de la finance. Et on disait que ça allait être une nécessité. Et vous, je crois que quand vous répondez à des appels d'offres, aujourd'hui, vous êtes un peu soumis à ces contraintes. Il y a certains appels d'offres, de plus en plus, notamment dans le domaine public, qui sont soumis à un label. C'est-à-dire que le fournisseur qui répond doit avoir un label. Le plus célèbre, c'est EcoVadis, qui est un label qui qualifie la qualité environnementale avec une petite pointe de S dans cette dimension-là. Si on n'a pas ce label, si on n'a pas un certain niveau, on ne peut tout simplement pas répondre à l'appel d'offres. Donc, ce n'est pas un élément qui vient en plus, c'est juste une condition sine qua non pour pouvoir être sur le marché. Donc, en fait, ce que disait Sébastien Pouget, c'est vertueux d'être vertueux, puisque derrière, on peut avoir accès à des marchés auxquels d'autres n'ont pas accès. C'est non seulement vertueux, mais c'est absolument indispensable. Et indispensable. Alors, vos équipes commercialisent l'électricité, les électrons d'EDF. Comment vous avez traversé cette crise Covid? Ça a été, j'imagine, pour vos clients, particuliers et entreprises, peut-être compliqué, non? Alors ça a été, comme pour tout le monde, il n'y a pas de spécificité, c'est une période très particulière. On a pu très vite, nous, mettre l'ensemble de nos salariés en télétravail, de manière à garantir une situation sanitaire qui soit la plus protectrice possible. Donc ça, on l'a fait très très vite. Puis après, on a travaillé avec tous nos clients, aussi bien les clients particuliers que les collectivités, que les entreprises. Soit qu'on a été confronté assez rapidement, c'est aux difficultés de paiement, parce que fermeture de l'activité, chômage partiel, difficultés de paiement aussi bien des entreprises que pour les salariés. Alors, les salariés, les particuliers, c'est venu un peu plus tard, mais pour les entreprises, ça a été assez rapide dès le mois de mars et dès le mois d'avril. Et donc, on a mis en place toute une batterie de mesures avec des reports de factures, des échéanciers, pour pouvoir aider les entreprises à traverser cette période. Très bien. Alors ça, c'est le volet entreprise. Je crois que vous êtes assez actif aussi côté particulier pour l'inclusion. Vous engagez dans la lutte contre la précarité avec le Fonds de solidarité logement. Vous pouvez nous en dire un mot ? Bien sûr. Nous avons, sur l'ensemble du territoire Occitanie, nous avons une quarantaine de conseillers, 42 exactement, qui sont dédiés à la solidarité, qui travaillent avec les pouvoirs publics, alors les pouvoirs publics à échelon régional, les pouvoirs publics à échelon départemental et puis à échelon communal, pour pouvoir aider, donner les bonnes passerelles à des gens qui sont dans des situations de difficultés énergétiques, de précarité énergétique, pour pouvoir les mettre en relation avec les associations qui vont les aider. Et puis on finance tout ça, on injecte 3 millions d'euros dans le Fonds de solidarité logement tous les ans, pour pouvoir participer à cette lutte contre la précarité énergétique, à valoriser le chèque énergie et à aider les gens à trouver souvent le point clé, c'est trouver les bons partenaires pour pouvoir sortir de la difficulté. Et ça, c'est vrai, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et ça, vous êtes peut-être le seul énergéticien à faire ça sur le territoire. C'est une très grande spécificité historique. Sur le territoire, on est le seul effectivement à avoir autant d'engagement. Avec, je le redis, c'est presque 10% des salariés, enfin 40 sur 600, 650, c'est un petit peu moins, mais vous voyez, ça représente quand même un poids important de notre engagement. On considère que c'est une mission essentielle de l'entreprise. Tout à l'heure, M. Pouget parlait et citait Milton Friedman sur le but de l'entreprise, c'est de faire du profit. C'est effectivement l'un des objectifs, c'est de faire du profit parce que sans ça, elle disparaît. Mais si c'est une condition sine qua non, c'est certainement pas une condition suffisante, nécessaire. Il faut absolument aller un peu plus loin. Et toute cette question de la solidarité, toute cette question de la cohésion,
elle est extrêmement importante pour EDF. Très bien. Merci Olivier Roland pour ce point sur l'activité commerce d'EDF dans cette grande région sud-ouest. Alors Claude Jouve, vous êtes le représentant des Restos du Cœur de l'Aveyron. Alors les Restos du Cœur, tout le monde connaît, mais alors on est aujourd'hui ici ensemble pour parler d'un projet particulier qu'a soutenu EDF. C'est vrai que dans les territoires ruraux comme l'Aveyron, c'est parfois difficile quand on a besoin d'aller chercher son panier alimentaire, de se déplacer. Et donc vous avez une idée, c'était créer une livraison déportée, c'est ça ? Absolument. Donc en 3 chiffres, les Restos du Cœur de l'Aveyron, c'est 5000 personnes accueillies chaque semaine et tout au long de l'année, été comme hiver. C'est 340 bénévoles qui ont beaucoup souffert avec la pandémie notamment. Et c'est en fait 450 à 500 000 repas fournis en Aveyron et distribués dans nos 9 centres répartis sur le territoire. Je rappelle que l'Aveyron est un grand département. Oui, et très grand. Donc effectivement, on a constaté depuis 2 ans qu'il y avait des zones de notre territoire, des zones rurales qui n'étaient pas desservies par un centre physique. On s'est donc dit qu'on allait réinventer la tournée des commerçants ambulants. Les épiciers d'antan. Les épiciers d'antan. Et donc notre projet a été de travailler à l'idée d'équiper un camion, alors à la fois en épicerie, en froid positif et froid négatif. D'accord. Donc ce projet est aujourd'hui actif, fonctionne. Et les 2 territoires donc, qui ont été concernés sont le Nord-Aveyron. Alors on parlait tout à l'heure des vallées pyrénéennes très hydrauliques. Je rappelle que l'Aveyron aussi est très hydraulique au niveau de la production EDF, avec donc le Nord-Aveyron, Aubrac, Liaden, Carladès, et également le Levézou avec le lac de Paralou. Très bien. Alors, ce camion, il est en service depuis quand ? Alors, ce camion est en service depuis plus d'1 mois. Il sera inauguré officiellement dans quelques jours. Et il dessert uniquement le Nord-Aveyron pour le moment. Et chaque semaine, donc tous les mercredis, c'est entre 100 et 130 repas qui sont amenés à la porte de ceux qu'on appelait les invisibles. Et qui aujourd'hui commencent à s'identifier à nos yeux. Et donc c'est des gens qui ne pouvaient pas bénéficier de l'aide des Restos du Cœur, à moins de se déplacer et faire beaucoup de kilomètres. Alors vous aviez tout à l'heure une association qui parlait de mobilité. Oui. Donc on est en plein dans cette situation, effectivement. Nous allons au-devant de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, en particulier dans ces territoires charmants, et parfois un peu reculé. Un peu reculé. Alors aujourd'hui, c'est 9 centres physiques plus ce camion. Est-ce que ça vous permet d'avoir un maillage suffisant ou vous avez encore besoin peut-être d'un 2e ou 3e camion ? Alors, on recherche à s'implanter à Villefranche-de-Rouergue. On n'est toujours pas. Là, on voudrait un centre physique. Non, un camion va faire plusieurs tournées. Donc, pour le moment, tout va bien. Alors, quelle aide vous avez reçue d'EDF sur ce projet ? Alors EDF, d'abord on entretient des relations, je dirais, amicales et privilégiées avec le responsable de la production EDF, Alain Picasso, en Aveyron. Et comme notre camion allait, je dirais, desservir des territoires où l'hydroélectricité était présente, eh bien, il a été assez naturel d'identifier EDF comme un des partenaires de cette démarche. Et on a reçu un très bon accueil auprès de la Fondation. Eh ben, très bien. En tout cas, bravo pour votre mission. On espère que ce camion va rouler longtemps, va pouvoir desservir des populations. Merci Olivier Roland d'avoir fait ce focus sud-ouest. Avec plaisir. Et puis, on va passer tout de suite à une autre association qu'on va découvrir cette fois-ci en vidéo. Et on va se transporter dans l'Aude puisqu'on va découvrir la Régie des quartiers carcassonnais. Alors lorsqu'en 2020,
on a pris connaissance en fait, de cet appel à manifestation de la part de la Fondation EDF, en fait, pour nous, ça nous semblait une évidence de répondre pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en fait, on travaillait depuis 2019 sur un projet autour de la lutte contre l'exclusion numérique. Donc, effectivement, on avait besoin de soutien pour pouvoir lancer l'action. Et la deuxième, en fait, c'est le contexte sanitaire, puisque en fait, ça a accéléré un petit peu les choses avec le besoin pour les habitants, en fait, de réaliser des démarches de manière dématérialisée. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de déposer un projet, en fait, qui consistait à proposer des accompagnements soit individuels, soit collectifs pour les habitants qui rencontraient des difficultés par rapport à leur démarche sur Internet. Pour nous, en fait, cette dotation, c'est vraiment un effet levier parce que quand on démarre une association, en fait, on a besoin de montrer en fait que le projet est pertinent, qu'il correspond à un besoin pour qu'ensuite, en fait, nos financeurs plutôt locaux, nos partenaires locaux puissent prendre le relais sur les financements. Donc c'est vrai qu'avec cette aide, on a pu tout de suite mettre en œuvre un projet autour de l'exclusion contre la fracture numérique. Alors, dans le cadre du partenariat qu'EDF Solidarité avec la Régie de quartier du Carcassonnais, donc à ce titre, je siège au conseil d'administration de l'association, donc qui est un milieu d'échange sur la vie du quotidien de l'association, mais également des projets qui peuvent être envisagés. Et je suis également le relais auprès de la Fondation d'EDF vis-à-vis des associations et des projets qu'ils peuvent avoir, aussi bien pour le FAP-EDF que pour les appels à projets, comme ça a été le cas à ce moment-là. Et donc, il était évident pour moi de faire remonter donc, à la directrice et au conseil d'administration cet appel à projet de la Fondation auprès de la Régie de quartier qui, bien évidemment, a répondu. Alors, le partenariat donc, avec la Régie de quartier du Carcassonnais consiste à lutter contre la précarité énergétique. Donc, les médiateurs de l'association accompagnent les personnes les plus précaires lorsqu'elles rencontrent des difficultés pour régler leur facture d'énergie et font le lien avec les conseillers Solidarité d'EDF afin de trouver des solutions et mettre en place ces solutions afin d'éviter autant soit peu les diminutions de puissance ou les suspensions de fourniture. Voilà, de retour ici sur le plateau, nous allons faire un zoom sur un autre métier, c'est le métier du nucléaire, puisque nous sommes avec Thierry Ancelin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué de la centrale nucléaire de Golfech, qu'on connaît très bien. Et à vos côtés, Laurent Ney, vous êtes le chef de la mission mécénat chez VNF, Voies navigables de France. On verra tout à l'heure quelles sont vos actions. Alors, Thierry Ancelin, la centrale nucléaire de Golfech, tout le monde connaît. Vous produisez quel pourcentage d'électricité régionale d'ailleurs ? Parlez bien dans le micro. 50%, l'équivalent à peu près de l'ancienne région Midi-Pyrénées. L'équivalent de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc c'est assez considérable. Donc évidemment, votre première mission, c'est produire l'électricité, mais vous avez aussi des actions environnementales assez présentes dans votre feuille de route. Alors oui, notre métier, c'est avant tout de produire de l'électricité. Je rajouterai en toute sûreté et dans le respect de l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'électricité que nous produisons est bas carbone. Et dans un contexte de réchauffement climatique, ça reste un atout essentiel. Comme vous le disiez, on a plusieurs actions en faveur de l'environnement. La centrale de Golfech, qui est implantée sur une superficie de 200 hectares. Donc, c'est considérable, oui. Effectivement, il y a beaucoup d'espaces verts. Et pour les entretenir, nous faisons appel depuis longtemps à l'ESAT du territoire, appelé Terre de Garonne, qui est situé à Pont-de-Vic, une commune proche de la centrale. Et cet ESAT est un établissement qui permet une insertion sociale et qui fait travailler des personnes en situation de handicap sur notre terrain. Très bien. Et du coup, vous avez aussi mis en place un tapis végétal, j'ai cru comprendre. Hein. Alors oui, ça fait partie d'expérimentation. En fait, nous nous sommes fixés comme objectif pour 2022 de ne plus utiliser de désherbants, de produits chimiques pour protéger notre terrain. Donc nous avons deux expérimentations. La première avec le lycée professionnel agricole de Montauban. Ils ont mis en œuvre un procédé novateur de désherbage. Donc ils utilisent l'électricité pour chauffer de l'eau. Et ils projettent des gouttelettes d'eau sur les herbes à brûler. Donc c'est à la fois innovant, écologique, et puis ça permet aussi aux étudiants de mettre directement en application ce qu'ils ont appris au lycée. Et puis la deuxième expérimentation, c'est ce que vous citiez, une expérience avec une start-up perpignanaise, Akinao, qui a d'ailleurs été récompensée au trophée Bioéconomie 2020 du ministère de l'Agriculture, et qui a répandu un paillis végétal sur un espace vert de la centrale. Alors, c'est un paillis, c'est une couverture d'origine végétale, des plantes écologiques, et donc qui a pour but à la fois de limiter la prolifération des herbes folles,
et à la fois de maintenir l'humidité dans le sol, donc de limiter le besoin en arrosage. D'accord. Et donc tout ça, ça doit contribuer à la biodiversité, parce que je crois que vous êtes très attentif sur vos 200 hectares. Alors oui, c'est un point qui nous intéresse beaucoup. Alors on a décidé effectivement de s'engager dans la protection d'une espèce menacée, les abeilles. Et donc on a implanté sur notre terrain 4 ruches qui sont gérées par une association locale, les Chevaliers du Miel. Et C'est un joli nom. Exactement, dont des membres sont des salariés actifs et retraités de la centrale. Très bien. Alors, pour fonctionner, une centrale nucléaire a besoin d'eau. Donc, c'est une ressource très précieuse qu'on cherche à préserver de plus en plus vu le changement climatique. Comment vous gérez cette eau, justement ? Oui, vous avez raison, ça c'est un enjeu essentiel parce que pour le bon fonctionnement de l'installation, nous avons besoin d'eau et nous la prélevons dans la Garonne. Pour autant, on s'est fixé un objectif ambitieux de vouloir diminuer notre prélèvement en eau. Donc nous avons fait appel à une société montpelliéraine, Chemdoc Water Technologies, qui nous aide à trouver un moyen de recycler notre eau industrielle. Alors là, je dois dire que c'est encourageant parce que l'expérimentation est positive. Et d'ailleurs, à l'automne, nous allons présenter à nos experts nationaux un dossier technique en vue d'industrialiser ce procédé. Et le gain est assez conséquent puisque si ça se traduit, on devrait économiser plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d'eau prélevés. Très bien, donc c'est important et vous faites en plus, c'est une entreprise de la région puisqu'elle est de Montpellier. C'est ça, oui. En préparant ce rendez-vous, j'ai découvert que vous produisiez de la chaleur avec l'eau. Pouvez nous expliquer ? C'est un réseau de chaleur en fait ? En fait, par notre procédé industriel, on a la chance de récupérer de l'eau chaude. Et plutôt que de la rejeter dans la Garonne, on a décidé... Alors oui, la rejeter, ça aurait été pour nous très simple parce que c'est de l'eau propre. Ouais. Il n'y a absolument aucune conséquence sur l'environnement. Et plutôt que de la rejeter, on a décidé de la recycler et d'en faire profiter gratuitement la commune de Golfech. Donc ils en profitent pour chauffer leurs installations, donc le groupe scolaire, la maison de retraite, la piscine municipale. Et donc ça a plusieurs vertus. À la fois, c'est une action de protection de l'environnement. Ça permet aussi à la commune de Golfech de diminuer ses coûts de chauffage de 80%. Ah oui. Et puis à nous, occasionnellement, ça nous permet aussi de nous impliquer indirectement dans la vie de la commune de Golfech. Très bien. Alors, dans la RSE, on a vu, il y a beaucoup d'ancrage territorial. C'est une notion qui revient souvent. Vous êtes, on va le rappeler, le premier employeur de Tarn-et-Garonne. Alors effectivement, l'ancrage territorial est un point qui nous préoccupe beaucoup. Nous avons plus de 1000 salariés qui viennent travailler quotidiennement sur nos installations. Et puis en tant qu'acteur majeur du territoire, nous tenons absolument à soutenir des initiatives locales. Nous soutenons actuellement une vingtaine d'associations. Et puis, si vous le permettez, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à une association qu'on soutient depuis longtemps. Allons-y. Qui est le club de rugby phare local, l'Avenir Valencien. Ah bah écoutez, dans cette terre de rugby, on ne peut pas vous reprocher ce clin d'œil. En tout cas, merci beaucoup Thierry Ancelin. Alors on vient de parler d'eau en ce moment, tous les deux. On va parler d'une autre eau, c'est l'eau des voies navigables de France. Avec vous, Laurent Ney, vous êtes le chef de la mission mécénat chez VNF, en abréviation. On a découvert il y a quelques années que les platanes malheureusement a été atteint du chancre coloré, donc qui a obligé à quelques abattages. Mais il y a aussi un problème corollaire qu'on n'avait pas identifié immédiatement, c'est des arbres qui disparaissent, c'est moins d'abris pour les oiseaux. Oui, tout à fait. Merci de votre accueil. D'abord, ce jour, merci à la Fondation EDF qui, effectivement, est mécène de ce vaste projet de restauration de la voûte arborée du canal du Midi et de l'aspect biodiversité animale. Mais on va en parler. Donc, sur deux volets, et la replantation et les nichoirs. Il y a plusieurs volets, en fait. Bon, tout d'abord, Voies navigables de France, juste pour situer, c'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Transition écologique qui gère, exploite, développe et entretient les 6700 kilomètres de voies navigables en France, qui constituent le plus grand réseau européen. Parmi ce réseau, il y a le canal du Midi. Il y a 3 spécificités. La première, c'est que c'est un canal éminemment touristique, à contrario de certains autres canaux dans le nord-est de la France qui sont plus pour le fret fluvial. La deuxième, c'est qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1996. Et la troisième, et c'est là notre sujet principal, c'est que malheureusement, sa voûte arborée est attaquée par une maladie qui s'appelle le chancre coloré, un champignon microscopique,
incurable. Et malgré des recherches réalisées en partenariat avec l'INRA, il n'y a aucun vaccin. Donc la seule solution, c'est l'abattage des arbres malades ou morts et la replantation avec de nouvelles essences. Et donc pour revenir à votre point, pardon, j'étais un peu long. Non, mais c'est bien effectivement, on comprend bien. Il y a l'abattage, la replantation, et il y a un aspect aussi primordial pour nous. On s'est aperçu avec l'abattage des grands arbres, puisque ce sont des arbres qui ont plus de 30 mètres de haut, hein, les platanes, et 150 ans parfois d'existence. On avait complètement modifié la biodiversité animale, et notamment la nidification et la migration de certaines espèces d'oiseaux et de chauves-souris. Et donc, pour cela, on a mis en place des actions assez importantes depuis quasiment le début du projet. On fête les 10 ans, là, malheureusement, de ce projet de replantation, et ce n'est pas terminé. Et donc, on met en place, en partenariat évidemment avec l'État, les collectivités territoriales, le mécénat, donc les donateurs individuels, les entreprises, et en particulier la Fondation EDF, un vaste projet de pose de nichoirs volontaires. Donc on avait déjà posé un dénichoir, mais c'est nous qui prenions ça en charge, VNF. Et cette fois-ci, on a fait appel à une plateforme qui s'appelle l'Observatoire du Canal pour solliciter les entreprises, les particuliers, les écoles, pour poser eux-mêmes des habitats spécifiques en bois sur l'ensemble du linéaire du canal du Midi. Donc, je rappelle, va de Toulouse à Sète sur des zones prédéterminées, bien évidemment. Et grâce à la Fondation EDF, puisque notre leitmotiv aussi, c'est surtout de sensibiliser la population, et notamment les plus jeunes, à l'histoire, bien sûr, du canal du Midi, mais à son devenir. On a mis en place un certain nombre d'actions pédagogiques dans plusieurs établissements scolaires, des primaires, maternelles, collèges et lycées, sur les 3 départements Haute-Garonne et Hérault, pour expliquer pourquoi on posait ces nichoirs et pourquoi en fait il y avait ce problème du chancre coloré et ce projet de replantation. Alors combien de nichoirs sont prévus dans le cadre de ce grand programme ? Alors jusqu'à présent, on a réussi à poser 1350 nichoirs. Il y a une application qui existe, l'Observatoire du Canal, sur laquelle en fait, on peut suivre le taux d'occupation de ces nichoirs pour les particuliers qui les ont dans leur jardin ou dans les écoles ou les entreprises dans leur parc, par exemple. Et 1350 nichoirs, mais l'objectif de Voies navigables de France est de poser 1800 nichoirs. Et donc la 3e vague aura lieu seulement à partir du 2e semestre 2022, puisqu'il faut quand même un certain temps pour qu'il y ait ce fameux taux d'occupation des nichoirs et que les espèces s'habituent à leurs nouveaux habitats, tout simplement. Eh bien, très bien, merci beaucoup pour ce focus sur le canal du Midi. Merci Thierry Ancelin de nous avoir fait découvrir la centrale de Golfech, et on ne soupçonnait pas, mais toutes ces initiatives en matière notamment de biodiversité et de réseau de chaleur. Ça, puis je pense que la collectivité est contente de payer moins de chauffage. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On va découvrir une nouvelle association, toujours en vidéo, et on va se transporter à Montpellier avec l'association Recycle et vous. C'est l'atelier La Fabrique à vélo, qui se situe à Montpellier, qui est un atelier chantier d'insertion professionnelle et qui est porté par l'association Recyclez-vous. C'est un atelier qui reçoit des personnes en transition professionnelle, qui au-delà de mettre en place un projet personnel en lien avec l'emploi, viennent ici tous les jours travailler et produire de la mécanique cycle, de la vente en passant par la réparation, et la création de modèles de vélos que l'atelier porte depuis quelques temps. Alors, le soutien de la FAP nous a permis d'acquérir à terme 3 ateliers itinérants. Comme vous pouvez le voir, ce sont des ateliers composés d'une structure en bois et acier qui permet de ranger pas mal d'outils, qui permet, grâce à la remorque, d'être déplacé avec son vélo électrique sur les différents points pour pouvoir proposer des services, alors que ce soit auprès d'entreprises ou auprès de la métropole sur des pistes cyclables de Montpellier.
Voilà pour cette association Recycle et vous. Alors, de retour ici à Toulouse, on va découvrir un nouveau métier du groupe EDF, puisqu'on va faire un petit focus sur Dalkia, qui est une filiale du groupe EDF, avec Nathalie Nata. Vous êtes la directrice RSE. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Dalkia, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas? Alors effectivement, bonjour à tous. Dalkia, c'est la filiale des services énergétiques du groupe EDF qui agit effectivement dans la transition énergétique des territoires. Donc nous avons deux métiers principaux. Le premier métier, ce sont les économies d'énergie. Nous accompagnons nos clients avec des contrats de performance énergétique pour les aider à maîtriser et à baisser leurs factures énergétiques. Et notre deuxième grand métier, c'est la valorisation des énergies renouvelables et locales via le développement de réseaux de chaleur dans les collectivités, dans les quartiers et dans les villes. On dirait que vos deux métiers sont RSE par ADN, on va dire. Effectivement, Dalkia est une entreprise de 80 ans. Donc dans notre ADN, effectivement, nous avons les valeurs du groupe et effectivement, les 500 collaborateurs qui agissent en région Occitanie travaillent au quotidien, effectivement, pour l'environnement et pour le développement responsable des territoires. Très bien. Alors, vous avez aussi une préoccupation, c'est essayer d'acheter localement. On en a parlé un petit peu avec Une rivière, un territoire. C'est un petit peu la même démarche? Alors, effectivement, les activités de Dalkia naissent des projets énergétiques de nos clients qui sont au cœur des territoires. Et quand Dalkia, effectivement, accompagne ses clients avec des solutions sur mesure pour développer, effectivement, ces projets énergétiques, nous travaillons principalement avec des partenaires locaux. En France, nous achetons à plus de 70% en local avec des PME, des partenaires en fait, qui nous aident à mettre en œuvre les projets. Je peux citer par exemple le réseau de chaleur de Toulouse, qui est un réseau de chaleur vertueux, alimenté par la valorisation énergétique des déchets et qui permet de chauffer, d'apporter de l'eau chaude sanitaire auprès de 15 000 foyers à Toulouse. Et c'est bien effectivement avec les partenaires locaux que nous avons réalisé cette installation qui, à terme, va permettre d'éviter 19 000 tonnes de CO2 par an à l'atmosphère. Donc quand on se chauffe, c'est souvent grâce à EDF, mais là, en l'occurrence, c'est Dalkia. Alors, on se chauffe grâce à Dalkia, grâce à l'économie circulaire et donc grâce, j'allais dire, au territoire. Du coup, avec vos clients, vous contractualisez des contrats de performance énergétique. Concrètement, ça veut dire que vous les aidez à économiser de l'énergie. Tout à fait. C'est notre principal métier. Quelle que soit leur situation, nous essayons effectivement de trouver les solutions les plus pertinentes pour moins consommer et pour réduire leur empreinte carbone. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce zoom sur ce beau métier de Dalkia, puisque économiser l'énergie, c'est l'affaire de tous, comme Exactement. on dit. Alors, nous avons à vos côtés Patrick Kirchner. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Solidarité Paysans. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Alors, Solidarité Paysans Occitanie, c'est 9 départements constitués. Ensuite, il y a 6 salariés au niveau de la région Occitanie et puis une cinquantaine de bénévoles. On traite à peu près 300 dossiers par an sur l'ensemble du territoire. Alors, vous venez en aide aux agriculteurs, aux exploitants agricoles qui rencontrent des difficultés ? Alors, on vient en aide à ces personnes. On vient en aide quand elles nous ont appelés. Le principe de Solidarité Paysans, c'est d'attendre l'appel. C'est le début d'une reprise en main de ces difficultés. Donc on attend que l'exploitant nous appelle et puis on va le rencontrer avec un binôme. Ça, c'est dans l'éthique de Solidarité Paysans. On a principalement soit un salarié et un bénévole, soit 2 bénévoles qui vont rencontrer l'agriculteur. Et alors, quel problème rencontrent ces agriculteurs ? Ces bénévoles, on ne les envoie pas sur le terrain comme ça. Rencontrer des gens en difficulté, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, on forme ces bénévoles à diverses choses, soit comment on fait l'accueil, les premiers rendez-vous, donc une notion psychologique. On peut former sur du juridique aussi, puisque les difficultés qu'on rencontre finissent toujours par être financières, mais elles sont dues parfois à soit une maladie sur un troupeau chez un éleveur, soit une chute des cours dans les produits agricoles, soit un problème familial. Voilà, donc les raisons sont variées, même si au final, effectivement, c'est des difficultés financières. Du coup, vous accompagnez combien d'exploitants par an en Occitanie à peu près ? Donc en Occitanie, on est autour de 300
à peu près 300 exploitants. Et alors, du coup, vous avez reçu le soutien d'EDF pour structurer le fameux réseau de bénévoles qui va à la rencontre de ces paysans ? Voilà, exactement. Donc, depuis cette aide, il y a un deuxième département qui est en constitution, donc c'est important. Et puis, il y a ce réseau de bénévoles qu'il faut développer. Sachant qu'un bénévole, suivant le temps qu'il a, il va traiter 2 situations par an. D'accord. Donc il faut qu'on arrive à développer un peu plus ce réseau de bénévoles et d'où l'aide de EDF. Le but, au final, c'est donc de faire ce qu'on appelle de l'éducation populaire auprès des bénévoles pour qu'ils soient pertinents dans leurs interventions, et puis aussi auprès des agriculteurs pour qu'ils reprennent en main leur situation. Voilà, l'idée c'est la recherche de l'autonomie au maximum. On peut la décliner sous 2 exemples, par exemple. 2 exemples qui sont, le problème de la fracture numérique. Et donc on travaille au niveau de la région sur ce problème-là, en apportant soit des ordinateurs et puis une formation pour pouvoir les utiliser, sachant que 30% des gens qui nous appellent sont en fracture numérique. Donc c'est quand même important. Quand on sait qu'au niveau agricole, tout se fait maintenant par le numérique, que ce soit toutes les déclarations sociales, fiscales, même les déclarations de la politique agricole commune pour les subventions, tout ça se fait par informatique. Deuxième exemple sur l'autonomie, c'est l'agroécologie. La reprise en main de l'exploitation se fait aussi pour nous sur une vision de l'agriculture un peu différente de celle qui existe aujourd'hui. Et donc on fait de la formation à l'agroécologie chez les exploitants, qui est une forme beaucoup plus autonome que ne peut l'être une agriculture dite classique. Très bien. Donc vous mettez à peu près 2 ans et demi, vous me disiez, pour accompagner un exploitant en difficulté. Est-ce que vous avez un bon taux de succès ? Est-ce que vous arrivez à résoudre ou en tout cas à remettre le pied à l'étrier à ces exploitants ? Alors on remet le pied à l'étrier à un peu plus de 70% des agriculteurs. Et puis effectivement, en moyenne, un dossier dure 2 ans et demi. Voilà. Donc il y a des dossiers qui sont traités dans l'année, il y a des dossiers qui peuvent partir dans ce qu'on appelle des procédures collectives, donc en justice, et à ce moment-là, c'est des dossiers qui sont un peu plus longs, 4-5 ans. Voilà, avec des plans de redressement qui peuvent aller jusqu'à 15 ans en agriculture. Donc on suit toujours les gens qui sont en plan de redressement un petit peu, voir si ça repart pas dans le mauvais sens et si tout ça part justement sur la résolution de l'ensemble des problèmes. Très bien, merci Monsieur Kirchner, et puis en tout cas bravo à Solidarité Paysan. On espère aussi que ce rendez-vous fera davantage connaître votre association dans le monde agricole et que les agriculteurs n'hésitent pas à vous contacter. Merci pour le petit focus sur Dalkia. Merci beaucoup. Merci. On va se tourner vers une autre association, puisqu'on va découvrir à Toulouse ce coup-ci la culture des droits humains dès le plus jeune âge avec l'École des droits de l'homme. Le but de l'association, fondée en 2006, est d'aller vers les plus jeunes, vers les enfants, pour leur permettre de découvrir et de s'approprier les droits fondamentaux, les valeurs qui fondent nos sociétés démocratiques. Le lien avec le projet soutenu par la Fondation EDF vient du fait que ce projet qu'elle soutient vise à permettre aux personnes en situation de précarité de s'émanciper, de découvrir leurs droits, de découvrir aussi leurs devoirs. Et c'est ainsi que l'École des droits de l'homme a été pressentie dans un projet qui est soutenu également par le ministère de l'Intérieur. Le
le projet Sésame qu'on développe donc grâce au ministère de l'Intérieur et à la Fondation Groupe EDF, il s'articule en 4 axes. Donc on a un premier axe qui est de l'ordre de la conception d'outils pédagogiques, donc à la fois sur des supports solides, un jeu de société notamment qui est République Sixel qu'on a pu produire et diffuser grâce à ce soutien-là, et puis des outils numériques, donc un jeu en e-learning pour en apprendre davantage sur les questions de citoyenneté et leur lien en fait avec les droits de l'homme et les valeurs de la République qu'on met toujours en exergue dans nos contenus. Donc ça c'est pour la partie outils. Pour la partie formation, donc de la formation de professionnels, toutes les personnes qui sont spécialisées dans l'accueil et l'intégration des personnes primo-arrivantes, on a pu les rencontrer. Donc aujourd'hui on a vu 110 personnes vues et formées à l'utilisation de ces outils sur un objectif de 250. Évidemment on a été un peu retardé avec cette pandémie mondiale, mais on est de plus en plus sollicité sur la poursuite de la réalisation de ces actions. Des animations en direct bien sûr dans le cadre donc, des cours de langue notamment dont bénéficient les personnes, et puis aussi dans le cadre de leur formation professionnelle, puisqu'en fait on s'inscrit vraiment dans une démarche qui est systémique et qui englobe tous les domaines de l'accueil et de l'intégration. Et enfin, quatrième partie du projet, donc, qui est la partie rencontre, et qui là a été évidemment un peu retardée aussi, mais dans ce contexte-là, on va être amené dès le début de l'automne à tourner donc, des films en théâtre d'ombre, donc avec une plasticienne, pour valoriser la vision des valeurs de la République donc, que portent ces personnes, puisque l'objectif c'est vraiment de leur donner accès à cette dignité et à cette fierté aussi de pouvoir montrer ce qu'ils ont compris de la société d'accueil. On est vraiment dans une démarche de dialogue, donc on espère pouvoir réaliser des projections, débats donc, à la fin de l'automne. Voilà, nous entrons maintenant dans la dernière séquence de cette matinée. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Katie Fargeton. Vous êtes salariée ingénieure chez Dalkia, dont on vient de découvrir le métier. Aux côtés d'Erwan Favre, vous êtes le délégué régional du mouvement associatif. Alors, puisqu'on parle de Dalkia, juste, on avait omis avec Nathalie Nata tout à l'heure d'évoquer que Dalkia a 800 postes aujourd'hui en ouvert qui est proposé aux jeunes. Donc, on commençait... Venez chez nous. Voilà, venez chez Dalkia. Commencez que les jeunes ont quand même quelques difficultés avec cette pandémie pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Il y a 800 opportunités France entière. Alors, Katie, si vous êtes avec nous, c'est parce qu'on a voulu donner la parole à une bénévole. Donc, vous êtes ingénieur, responsable du bureau d'études chez Dalkia, et vous avez voulu donner un peu de votre temps à une association. Expliquez-nous un peu comment vous avez eu cette idée, ou cette envie plutôt. Oui, donc en effet, je suis bénévole à l'association Proxité. Donc c'est une association qui œuvre pour la réussite des jeunes en créant des parrainages entre des jeunes ultra motivés et des adultes issus du monde du travail. Donc j'ai choisi d'être bénévole chez Proxité parce qu'on est accompagné. Donc on a un référent de parrainage qui nous suit tout au long du bénévolat. Pour vous aider à prendre un peu vos marques. À prendre nos marques, à comment on fait pour accompagner quelqu'un qui a des difficultés qui peuvent être vraiment variées. Alors c'est quoi les difficultés que rencontrent Comment on fait un CV, comment on se crée un réseau, comment on se tient lors d'un entretien, comment ça peut être ça, mais ça peut être aussi comment on peut réviser un exercice de géométrie, comment on peut être efficace dans ses révisions, et plein d'autres choses en fait. C'est aussi vraiment une rencontre humaine, ça permet de partager et d'échanger sur la culture, sur différents... c'est hyper enrichissant pour les deux parties, je trouve. Alors vous avez eu la chance de trouver parce qu'en fait vous aviez envie d'être bénévole, de donner quelques heures par semaine à une association, vous ne saviez pas trop laquelle, et vous avez eu la chance d'avoir un de vos collègues qui était chez Proxité. Mais en revanche, c'est pas toujours facile de connaître des associations. Et donc, chez EDF, vous avez une plateforme qui permet Exactement. Donc c'est la plateforme Human Pact. Donc elle a été créée en 2019 et c'est une association qui permet une plateforme collaborative qui permet de mettre justement en relation des associations et des salariés du groupe EDF qui auraient du temps pour des missions longues ou courtes, pour tout type de compétences. Donc ça permet de
pouvoir, même si on n'a qu'une heure par semaine de temps à donner, de pouvoir se dire avec cette heure, est-ce que ça peut intéresser une association, et de trouver grâce à cette plateforme l'association qui aurait besoin de bénévoles. Donc concrètement, je suis salarié du groupe EDF, j'ai 3 heures, 4 heures par semaine à donner, je vais sur cette plateforme, je vois toutes les associations qui ont exprimé leurs besoins, et puis je choisis celle qui me correspond le mieux. C'est exactement ça, vous avez tout compris. Très bien. Alors combien on retrouve d'associations sur cette plateforme? Alors le nombre, je ne sais pas exactement, mais il y a vraiment toutes les associations qui peuvent être choisies donc, par le groupe EDF, donc des termes d'éducation, d'insertion professionnelle, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, l'accompagnement à la rédaction de CV, la distribution de repas, l'environnement, différentes missions qui peuvent être proposées. Très bien. Et donc c'est une plateforme qui est nationale ou elle n'est que Occitanie? Il me semble qu'elle est nationale, et que vous pouvez trouver du coup en fonction de l'endroit où vous habitez l'association qui a besoin de bénévoles à côté de chez vous. Eh ben, très bien, merci beaucoup Katie pour ce témoignage et bravo pour votre engagement. Alors Erwan Favre, vous êtes le délégué régional du mouvement associatif Occitanie. On a beaucoup parlé d'associations, on en a vu beaucoup, soit ici sur cette scène, soit en vidéo. Le monde associatif, ça pèse quoi dans la région Occitanie? C'est un mouvement important? Alors, oui, bonjour déjà, c'est un mouvement très important. C'est vrai qu'on l'identifie rarement de façon un peu cumulée. En région, on a 140 000 associations qui sont actives sur le territoire régional. Et pour vrai, elles manipulent plus de 2,8 millions, enfin elles ne manipulent pas du tout, elles mobilisent plutôt 2,8 millions de bénévoles et d'adhérents. Donc c'est un habitant sur 2 en fait qui est adhérent d'une association. Et en termes de bénévolat pur, donc des gens qui sont vraiment impliqués, comme Katie l'a indiqué tout à l'heure, on est 1,3 million de nos concitoyens résidant dans la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée qui donnent de leur temps tous les jours, toutes les semaines auprès des publics. Donc vous faites partie de ce grand monde de l'économie sociale et solidaire, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, vous êtes un acteur économique à part entière sur le territoire régional. Vous rassemblez le monde associatif. Hein. Oui, c'est ça. Donc effectivement, les associations font partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est même la composante principale. On a entendu tout à l'heure sur des vidéos des associations, des acteurs qui disaient qu'ils étaient associations d'économie sociale et solidaire. Oui. Mais en fait, toutes les associations font partie de ce grand champ. Peut-être pour quelques chiffres que je vais donner. Mais donc on a 140 000 associations qui sont actives sur la région. Elles emploient 170 000 salariés. C'est quand même assez considérable. C'est 80% de l'économie sociale et solidaire en moyenne. Et dans l'économie sociale et solidaire, on va trouver les acteurs associatifs, évidemment. On va trouver les coopératives, les mutuelles et les fondations. Donc la fondation EDF, qui sont aussi présentes en région. Très bien. Alors on a vu, la fondation aide EDF, du groupe EDF, aide beaucoup d'associations. Aujourd'hui, est-ce que ces aides venant de grandes entreprises, de fondations de grandes entreprises, est indispensable à l'équilibre économique des associations? On sait souvent qu'une association passe beaucoup de temps dans la recherche de fonds. Oui, de plus en plus d'ailleurs, et notamment dans la justification aussi de ces fonds, mais ça c'est un autre débat. Oui, effectivement, alors c'est surtout important pour bon nombre, selon l'activité de l'association, et notamment pour le démarrage de projet. Voilà. Dans le modèle économique global d'une association, aujourd'hui, on a 60% qui viennent de ses recettes, de ce qu'elle fait, que ce soit auprès d'acteurs privés ou publics, et on a 4%, alors ça paraît faible, qui viennent du don et du mécénat, mais ce sont souvent des modèles économiques qui viennent permettre de développer de nouveaux projets, et donc du coup de commencer d'initier une démarche ou venir en complémentarité à ce qu'elles font déjà. Donc c'est effectivement quelque chose qui est assez important, notamment pour certains secteurs d'activité. C'est un effet de démarrage en fait qui est indispensable. Ouais. Oui, et du coup, est-ce que les associations sont au courant qu'il y a la fondation du groupe EDF ou d'autres fondations qui peuvent venir être des appuis financiers? Est-ce que vous faites savoir Oui, évidemment. Alors, nous, en tant que tel, on fait savoir puisqu'on a un certain nombre d'outils, de newsletters, d'informations, et on tient à jour aussi un nombre de documents partagés. Alors, c'est vrai que le numérique et la crise Covid a démultiplié les outils numériques, mais pour tenir au courant l'ensemble des associations de la région sur les appels à projets qui sortent. Mais oui, on essaie d'avoir une veille, alors nous, et puis aussi les réseaux des fédérations, et ce qu'on peut appeler les CRIB, les centres de ressources d'information des bénévoles, qui peuvent aussi être des liens de proximité, des lieux ressources de proximité auxquels les associations peuvent s'adresser pour repérer ce type d'initiative aussi.
Très bien. Merci beaucoup pour ce panorama Merci à vous. rapide mais quasi complet sur le monde associatif qui pèse très lourd. Merci Katie pour votre engagement et votre témoignage. Et on va tout de suite inviter Sylvain Vidal à me rejoindre, qui est le directeur action régionale d'EDF Occitanie, pour la conclusion de cette matinée. Voilà, alors Sylvain Vidal, on a vu une matinée riche. Vous soutenez beaucoup de monde dans cette région. Ça, on ne le savait pas forcément. Maintenant, on n'a plus de raison de ne pas le savoir. C'est aussi ça, c'est une volonté aussi de mettre en lumière des gens que vous aidez tout au long de l'année. Ah oui, clairement. Je pense qu'on a tous vu la richesse, la diversité, je dirais l'enthousiasme qu'il y avait autour de ces témoignages. Et donc, voilà, moi, je voulais d'abord remercier l'ensemble de ces témoins, que ce soit d'EDF ou des associations, d'avoir participé à cet événement. Remercier évidemment tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation. Donc, c'est vrai que pour nous, on agit des fois peut-être un peu trop souvent avec une certaine discrétion, un petit peu trop d'humilité. Une pudeur, peut-être. Pudeur, peut-être, ouais. Donc c'était important pour nous de faire savoir et puis de montrer aussi la diversité des composantes du groupe EDF en Occitanie. On a eu des témoignages sur les différents métiers. Et puis aussi à quel point cette implication et cette collaboration avec les associations, elle s'inscrit dans la diversité des territoires d'Occitanie. C'est-à-dire qu'on est présent à la fois sur des territoires ruraux, montagneux, urbains. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis aussi de mettre en avant, on l'a évoqué en introduction, la solidarité qu'on a pu avoir pendant la crise, qui s'est exprimée dans sa dimension économique, dans sa dimension éducative et vis-à-vis des jeunes. Donc pour nous, c'était important d'avoir cette mise en lumière, je dirais, de l'engagement du groupe EDF et à quel point la raison d'être dont je parlais en introduction se décline en raison de faire ensemble sur le territoire par l'ensemble des acteurs qui ont pu témoigner. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. C'était vraiment important. Et je crois que vous avez une opération vacances solidaires qui se prépare. Oui, en effet, on travaille avec le Secours populaire, avec une opération qui va permettre à des jeunes de Montpellier de venir sur Toulouse et d'avoir un parcours à la fois ludique, mais aussi, j'allais dire, pédagogique, leur permettant de découvrir des métiers autour de l'électricité et puis aussi autour de l'aéronautique. Donc ça va être une dimension intéressante. Un mot peut-être sur les jeunes qui ont été victimes de la crise Covid, peut-être un peu plus que les autres. Ils ont eu leur cursus de formation universitaire ou en école qui ont été compliqués, une insertion sur le marché de l'emploi compliquée. Et vous avez tenu à maintenir les postes d'alternants chez EDF. Oui, on a même augmenté globalement au niveau d'EDF le nombre d'alternants qu'on va accueillir au sein du groupe. Donc ça a été augmenté en 2021 par rapport à 2020. Donc c'est un engagement qu'on a pris dès la fin de l'année 2020. Et puis on a eu aussi une implication de nos salariés à travers en particulier une plateforme auquel ils peuvent accéder qui s'appelle Human Pact, qui leur permet aussi d'avoir de l'accompagnement scolaire vis-à-vis de jeunes qui bénéficient peut-être pas dans leur environnement familial de cette capacité d'accompagnement. Donc voilà le genre d'initiative qui, je pense, montre très concrètement comment d'une raison d'être, on décline en engagement RSE de manière concrète sur le terrain. Très bien. Et alors, pour conclure, vous avez eu une annonce à faire. On a vu beaucoup d'associations défiler, témoigner, expliquer leur engagement auprès des publics, des territoires. Et donc, vous apprêtez à faire un nouvel appel à projet ? Oui, donc on a fait un petit peu de teasing tous les deux en introduction. Donc en effet, ce qui est important évidemment, c'est et après comment on prolonge toutes ces belles
initiatives. Donc en effet, j'ai le plaisir d'annoncer en fait le lancement d'un appel à projet de la fondation du groupe EDF en Occitanie, qui va être ciblé évidemment à destination des associations, de ceux qui s'engagent en Occitanie, sur des domaines autour de la RSE, autour de l'environnement, autour de l'inclusion, autour de l'éducation. Et cet appel à projet doté d'un fonds de 80 000 €. Et donc, évidemment, j'invite tous ceux qui agissent aujourd'hui en Occitanie à se tourner vers nous. Laurence Lamy le disait, bon, on a le site internet de la Fondation, mais de manière plus, je dirais, en proximité. Elle a dit c'est mieux en région. Exactement, Donc, voilà, je confirme évidemment ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que dans mon équipe, dans la délégation, on a Nathalie Bertlatry qui est avec nous ici, qui est prête à les accueillir, discuter avec eux de leurs projets, et de manière à ce qu'on puisse faire accompagner les initiatives qu'il y a sur le territoire. Donc un appel à projet, on a des dates, il faut commencer à contacter EDF à partir de quand? Aujourd'hui? C'est parti. C'est aujourd'hui le lancement, voilà. Et donc l'appel à projet est ouvert jusqu'en début septembre, voilà. Donc c'est parti, on est à votre disposition, on est à disposition de tous ceux qui s'engagent pour les accompagner dans leurs initiatives. Très bien, je pense que c'est un message qui va être entendu parce que beaucoup d'associations nous écoutent en direct ce matin. Donc vous n'hésitez pas, on fait comment? Vous avez un site internet EDF Occitanie? Alors on va relayer ça tout simplement aussi sur les réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux. Vous allez trouver ça sur notre compte Twitter. Voilà, donc ça va être très facile d'accès. Ça va être très facile. Et en tout cas, si vous ne trouvez vraiment pas, vous appelez la Dépêche et on vous enverra les associations. En tout cas, merci beaucoup Sylvain Vidal. Merci également à vos équipes d'avoir participé à cette matinée, aux équipes qui ont préparé, parce qu'il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interactions avec Paris. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On était ravis d'avoir EDF au Club Éco ce matin et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Merci beaucoup.